Ben, écoute, merci d'être parmi nous déjà. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On est déjà plus de 230 à t'attendre. D'accord. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut débuter par une question tout à fait classique. Elle est très simple. Qu'est-ce que l'Alliance rurale? Alors l'Alliance rurale, c'est quelque chose en fin de compte qui regroupe, on va dire, deux choses différentes. La première, tout ce qui venait de moi, de nous, c'est-à-dire de les communautés rurales aujourd'hui qui sont fortement malmenées. Mais c'est-à-dire que les choses générales qu'on connaît un petit peu, cette grande famille rurale, d'abord des passions, avec la chasse bien évidemment, avec la pêche, avec tous les problèmes de l'équitation, le vin, donc la viticulture, l'agriculture, l'élevage, des gens aussi de l'élevage amateur, beaucoup. Bon, voilà, tout ce qui peut toucher un peu au monde rural. Également, une partie économique rurale, donc je citais la viticulture, mais pas que. On a aussi les petits commerçants, la boucherie, les charcutiers, la boulangerie, les gens qui vendent du fromage. Bon, un petit peu tout ce monde-là qui s'était regroupé suite à tous ces coups qu'on prend évidemment au niveau européen et qui deviennent invivables et insupportables pour beaucoup d'entre nous. Et puis, il y a eu cette alliance qui s'est faite avec Jean Lassalle, qui incarne aussi le monde rural. Alors, pourquoi on s'est allié avec Jean Lassalle? Bon, d'abord, je le connaissais. Jean, c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs rurales. Ça a toujours été son combat. On le connaît bien pour ça. Et je pense que ça aurait été une erreur de faire tous les deux, en fin de compte, une liste un peu de son côté, chacun de son côté, et le danger de ne pas atteindre ces 5% fatidiques qui donnent des élus. Bon, lui avait conscience que la demande était forte et les problèmes sont nombreux et qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution pour réussir. Ben ouais. Donc, on a décidé de se rassembler, effectivement. Alors après, pourquoi moi j'étais tête de liste et je ne le suis plus? Pour terminer là-dessus, quand vous avez quelqu'un qui a déjà mené pas mal d'élections, qui incarne déjà des résultats, je rappelle quand même qu'il a fait 1,2 million voix à la présidentielle. Il n'est pas rien. Il est normal qu'il soit plus compétent que moi pour mener la liste. Bon, c'est pas que ça me dérange et que ça me fasse peur, mais je pense que c'était aussi logique que lui soit premier et moi troisième, parce qu'il faut une parité, donc il fallait mettre une dame entre deux. Voilà. Ok. Justement, c'était ma deuxième question. Où est née l'idée? Tu en es bien à l'origine. Ouais, depuis longtemps j'y pense. Je le vois bien que ça va plus. Je le vois bien qu'on a énormément de problèmes. Je vois bien qu'on est attaqué de toutes parts. L'idée m'est venue simplement à cause du manque de manque de réactivité des élus qui sont au Parlement européen. Et ça a été ce qui m'a le plus agacé. Je vais vous donner un exemple qui est le plus flagrant d'ailleurs et le plus frustrant. On se retrouve au niveau de l'Europe une fois par an en moyenne. Et dans cette journée, on invite les députés qui sont les nôtres au niveau du Parlement et ceux qui sont dans le groupe chasse, pêche, territoire, un petit peu tout ça. Moi, je m'y suis rendu et je n'ai jamais eu un seul député qui est venu. Je n'en ai jamais vu un. Je suis le seul pays où il n'y a personne qui vient. Je vois les Maltais, ils ont presque tous leurs députés. Je dis les Maltais parce que c'était mes voisins. On fait un petit peu des petites cases pour parler un peu avec nos députés. Les Français, j'en ai jamais vu un. Quand je leur écris, quand je leur demande quelque chose, pas de réponse. Quand j'essaye, par le biais de la FAS, de faire avancer un dossier, le seul pays où il y a zéro réactivité, c'est toujours pareil, c'est la France. C'est pas possible. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui nous viennent de l'Europe, que ça va régenter nos vies, nos passions, nos activités économiques, notre mode de vie, tout ça, notre pouvoir d'achat, même dans beaucoup de choses. Et on a malheureusement, nous, en France, la fâcheuse habitude d'envoyer des gens qui se recyclent des échecs d'autres élections internes en France. Bon, moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis quelqu'un de franc, qui vont plutôt à la gamelle qu'autre chose, qui siègent peu ou quasiment pas et qu'on ne voit jamais. Et ça, c'est inacceptable. Donc je vois les Français ne sont jamais alertés par ce qui se passe au Parlement européen, en fait. Mais jamais. Jamais rien. Tout passe et on ne prévient jamais de rien. Qu'on vote pour ou contre, qu'on laisse passer. Au moins, si on vote contre et qu'on n'est pas d'accord, on pourrait prévenir le monde de la chasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fois été prévenu par un parti politique, il y avait quelque chose qui était passé qui allait poser problème pour la chasse? Je vais juste rester sur le monde de la chasse. Et ben moi, jamais. Je suis président de la Fédération nationale, je cours après les renseignements. C'est la FAS qui me les donne, ou alors on les apprend quand on se les prend en pleine figure et que ça rentre dans le droit français, comme la plupart de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas normal.
Je suis désolé, le boulot n'a jamais été fait par aucun élu depuis que moi je suis président national au niveau de l'Europe. Ok. On va passer aux premières questions que j'ai reçues de la part de ceux qui nous regardent. Tu te doutes bien, et en préparation de cette interview, on avait dit qu'on répondrait à tout. Je veux qu'on réponde à tout. Et c'est la question qui revient tout le temps dans les commentaires et le plus souvent. Elle nous vient cette fois de Merkel Calvados qui nous dit pourquoi avoir appelé à voter Macron au présidentiel. Et moi, j'en ajoute une derrière. Est-ce une liste pilotée par Emmanuel Macron? Alors, on va répondre aux choses dans l'ordre. Bon, pourquoi avoir appelé à voter Emmanuel Macron? Alors d'ailleurs, c'est assez frustrant cette question. Et c'est assez frustrant ce qu'on me reproche parce que je suis plutôt le meilleur des exemples qui soit. Alors, on me dit, mais comment il peut dire ça? Je vais vous expliquer. En fin de compte, moi, je n'ai pas appelé à voter Emmanuel Macron, j'ai dit que je votais Emmanuel Macron. C'est vrai. Quand on fait effectivement, il faut juste penser à ce que représente mon poste. Quand tu es président d'une fédération qui regroupe 1 million de personnes actives et on va dire 4 millions plutôt passives, qui ont un permis de chasser dans la poche, il y a deux solutions de prendre les choses. Soit on le prend comme beaucoup de gens le prennent, c'est-à-dire qu'ils décident plutôt de s'occuper peut-être d'abord de leur propre intérêt, hein, et pas assez effectivement de l'intérêt que peuvent avoir les gens qui t'ont fait confiance et qui t'ont élu. Donc ça veut dire qu'à chaque élection, je me pose la question de savoir quel est le meilleur choix politique pour les intérêts de mes chasseurs. C'est ça. Donc, à l'élection présidentielle, en fin de compte, il y a deux critères qui sont simples. D'abord, quelqu'un qui peut nous aider et nous le rendre, en fin de compte, qui donne sa parole et qui peut s'y tenir. C'était le cas d'Emmanuel Macron. Et au final, une personne qui est susceptible de gagner. Parce que dealer avec des perdants, ça, c'est pas compliqué. Hein. Je pouvais tout à fait faire un deal avec n'importe qui. S'il n'est pas élu, je vois pas l'intérêt. Au contraire, c'est même pire. Donc, on peut prendre des risques, mais on a quand même la charge de 1 million de personnes qui sont là. Donc, j'ai dit, je vote Macron. Je n'ai pas appelé à voter, j'ai dit, je vote Macron. Alors là où je ne comprends pas, et je peux vous prouver facilement que je ne suis pas macroniste, puisque je vous rappelle que j'ai fait 2 campagnes dans les Hauts-de-France et qui étaient plutôt des campagnes très actives. Je n'ai pas juste dit je vote Macron avec Xavier Bertrand, qui est un LR. Voilà, qui est un LR. J'ai fait une vingtaine de meetings avec lui. Personne n'en parle. Tout le monde trouve ça normal. Les élections législatives, par exemple, là aussi, je vous rappelle quand même que j'ai mis jusqu'à mettre ma tête plus un commentaire sur un tract d'un député, d'un candidat PS, parce que c'est un mec bien et je pense qu'il fallait soutenir. J'en ai soutenu une quinzaine d'ailleurs aux élections législatives, en allant des communistes, en passant par les LR, le PS. Voilà, il y a des gens bien partout qui peuvent nous soutenir et ces gens-là, quand ils ont vraiment fait voir qu'ils nous soutiennent et qu'ils sont d'accord et qu'ils viennent de notre monde, j'ai pas eu de problème. On ne me reproche pas d'avoir mis ma tête sur un tract PS. On ne me reproche pas d'avoir soutenu ouvertement. D'ailleurs, je vous rappelle, avec une liste Renaissance qui était arrivée dans la région, soutenue par Dupond-Moretti qui avait quand même préfacé mon livre, qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais être très gentil, hein, dire non, mais Eric, je te soutiens, pas de problème, Eric Dupond-Moretti. Il avait quand même préfacé mon livre. Je dis non, je suis désolé, moi, je fais d'abord passer l'intérêt de la chasse avant un quelconque intérêt personnel. Ce que j'ai donc fait, au point où Moretti ne m'adresse même plus la parole, tellement qu'il a pété un câble que je ne l'ai pas soutenu. Il m'a dit c'est scandaleux. Non, je dis non, moi je fais la part des choses. Donc à l'élection présidentielle, la meilleure personne pour qui voter en ce qui me concerne, qui avait une chance de gagner bien sûr, c'était Emmanuel Macron. Je ne vous ai pas demandé de voter. Au second tour en plus. Non. Je l'ai dit avant le premier. Tu l'as dit avant le premier tour. Non, parce qu'entre les 2 tours, ça vaut 0. Hein. Si ouais, tu veux avoir quelque chose en retour, c'est pas quand effectivement l'élection elle est à peu près faite que tu dois arriver la bouche en cœur. Donc c'est pas la peine. Ça se fait avant. Je ne regrette pas d'avoir dit je vote Macron. Je ne regrette pas d'avoir dit je vote Bertrand. Je ne regrette pas d'avoir dit je vote X députés d'horizons totalement différents, même des gens qui ne siègent pas ensemble, voire en opposition aujourd'hui. Je l'ai fait pour la chasse. Et ça, on ne peut pas me le reprocher. Si j'avais voulu jouer une carte personnelle aux élections, à toutes les élections, je le redis pour tout le monde, ce serait fait. On m'a tout proposé. On m'a proposé d'être conseiller régional, départemental, député, sénateur. Si vous saviez ce qu'on m'a proposé des têtes de liste dans le département du Pas-de-Calais, j'ai dit non, non et encore non. Et aux élections européennes actuellement, si j'avais voulu, je posais mon gros cul, je vais dire, dans un fauteuil tranquille, dans les 5 premières places de plusieurs listes, hein, dont celle qui me critique aujourd'hui ouvertement d'ailleurs,
pour certaines, et j'ai été confortablement élu. J'ai choisi un autre chemin, le plus difficile. Je veux rester un homme libre. Libre de dire peut-être oui, je vote Macron à l'élection présidentielle parce que c'est l'intérêt de la chasse, ou Bertrand, je veux rester quelqu'un de libre parce que moi, je veux pouvoir toujours dire à quelqu'un que c'est un con, quand je trouve que c'est un con, qu'importe le parti politique qu'elle représente, qu'importe ce que cette personne représente. Et pour rester libre, eh ben, il faut rester indépendant aujourd'hui. Donc, je préfère choisir le chemin le plus compliqué, aller jusqu'à m'associer avec Jean Lassalle et peut-être prendre le risque de ne pas faire 5 points, et j'en suis tout à fait conscient. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, et ça, je peux vous le dire, les gars. Si cette liste, elle ne fait pas 5 points, on est mort. On l'était déjà. Là, si on est mort, c'est rien, on est mort. On va en parler. Avec ce qui arrive pour la chasse française et la chasse européenne, on va dire, on est rhabillé dimanche. Tous ceux qui disent qu'ils vont vous soutenir, ils n'avaient qu'à le faire avant. Tout ce qui vient de l'Europe et les normes qui arrivent aujourd'hui, qu'on soit en pleine figure, elles sont passées devant des commissions. Elles sont rentrées dans des hémicycles. Elles ont été votées ou abstenues ou contre. Bref, elles sont passées. Donc aujourd'hui, la seule chance qui nous reste, c'est d'envoyer un message. Je l'ai dit, je ne ferai pas de parti politique après. Il y aura ces élections européennes et j'arrête là. Mais il faut remettre une fois l'église au milieu du village. Alors, on peut voter ce qu'on veut, sauf le 9 juin. Si on a juste envie de voter pour les valeurs qui sont les nôtres, votez une fois ça. Le 10, vous ferez tout ce que vous voulez. D'ailleurs, on s'en fout. Ce n'est pas une élection nationale. Il ne faut pas tout mélanger. On n'est pas en train de voter une nouvelle fois le président de la République. On est en train de voter pour l'Europe. Ce qui est peut-être plus important que tout le reste réuni d'ailleurs. Pour les on a quand même l'impression que ça se transforme en référendum anti-Macron, ces européennes. C'est dommage d'ailleurs. Oui, bah, quand toi, tu effectivement es sur des sujets Macron, moi je ne suis pas spécialement macroniste, je le redis. Mes convictions politiques sont même ailleurs. D'ailleurs, c'est même pas un secret. Je m'en suis jamais caché. Vous pouvez regarder partout ce que pense politiquement Willy Schran. Je ne suis pas macroniste, mais quand je sers la cause de la chasse, je me mets du côté de la personne qui peut nous donner le plus et qui risque de gagner. C'est aussi simple que ça. D'accord. Est-ce que tu es quand même, malgré tout, confiant à l'aube de ces élections? C'est une question de Sylvain Roux, le Normand. Confiant. On l'est parce que je sais on n'a pas le droit de perdre. Et perdre, c'est faire moins de 5%. Donc oui, je suis confiant, je suis motivé. De toute façon, je sais, j'en ai fait des choses pour la chasse française depuis 8 ans. J'ai senti beaucoup de choses venir. J'ai mené beaucoup de combats. J'en ai gagné, j'en ai perdu quelques-uns. Il y a une chose que pourrait jamais m'enlever, c'est d'avoir mouillé le maillot sur tous les dossiers, même ceux qui se sont mal passés. Là, je sens que le temps est arrivé. Si on n'envoie pas un message clair au niveau européen et quelque part aussi au niveau national, hein, ne rêvez pas les gars, hein. C'est pour ça que je le fais. Hein. Le message, il est très clair, il est double. Si on n'envoie pas ce message là, le 9, là par contre, je ne suis pas inquiet pour la liste, moi je m'en fous. Je ne suis pas élu, je ne suis pas élu. De toute façon, si je voulais être élu, je vous le redis, ce serait fait depuis longtemps. Donc si je voulais aller à la gamelle chercher. Et puis j'en ai pas besoin pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, je suis quand même le président premier président qui n'est pas en retraite à la tête de la chasse de l'Alliance française, de la chasse française, pardon. Donc, vous inquiétez pas. Mais par contre, si on ne réussit pas, là, on va prendre cher. On va prendre très, très cher. Et on va en parler s'il y a des questions sur ce point. Ben, on peut en parler, mais tu sais que j'ai plutôt un public de sauvaginiers, de chasseurs de migrateurs. Et j'aimerais que tu leur dises en quoi ils sont peut-être un peu plus concernés que les autres pour ces élections. Alors, il y a deux choses qui nous arrivent de l'Europe. Je vais parler que du monde, des chasseurs de gibier d'eau et des migrateurs d'ailleurs ensemble. Il y a deux attaques frontales actuellement. C'est la liste des espèces chassables et les territoires, comme jamais on a connu. Comme jamais on a connu. C'est attaqué par One Voice, il me semble, et le 214. C'est attaqué par One Voice, mais ça encore One Voice, on est intra-communautaire, on est intra-métropolitain. Ça va être compliqué. Il s'appuie sur le Natura 2000. Ce qui est bien pire, c'est comment elle puisse sortir de la Commission environnement européen, où on a quand même des gens de tous les partis qui siègent, je vous le rappelle, les gars. Hein. Comment se fait-il qu'on a une injonction qui nous est arrivée il y a 15 jours de la Commission et qui demande l'arrêt de la chasse de 17 espèces migratrices en France? Hormis le colvert, tout y est, je vous le dis tout de suite. Et pour les limicoles, tout y est. Voilà. Sarcelle des vers, sarcelle d'été, chipot, pilet, siffleur, tout est dedans, sauf le colvert. Mais qu'est-ce qu'une injonction, Willy? Une injonction, c'est, on nous demande, il demande à l'État français, ces espèces sont fluctuantes au niveau de leur reproduction et de leur nombre. Je vais essayer de la faire le plus simple possible.
Vous savez que normalement, la directive Oiseaux et sa modification, y compris, c'est repris dans une partie de la directive Habitat, Natura 2000. On ne peut pas chasser en Europe une espèce qui a des problèmes, effectivement, au niveau de son nombre d'individus. Mais la nature est toujours comme ça. Une reproduction, c'est jamais la même. Tu as des pics, tu as des hausses, tu as des baisses, il se passe des tas de choses. Ce n'est pas la chasse qui pose problème. On le sait bien la plupart du temps. C'est d'autres choses. Néanmoins, comment prouver ça? Comment prouver qu'on est sur une stabilité en chipot, en sarcelle, en siffleur? Il y a des fluctuations. Oui. Il y a des fluctuations. Donc, s'il y a fluctuation, ce texte dit, cette demande nous dit, il faut nous prouver qu'il n'y a pas de fluctuation. Amenez-nous vos données. Mais on a des données, mais on est sur un couloir européen qui démarre à l'est des monts d'Oural. Donc, c'est extrêmement compliqué. Là, à ce moment-là, je suis plus qu'inquiet. Je vais devoir mener le combat probablement un peu avant l'été, mais surtout au mois de septembre-octobre, pour essayer de sauver cette liste des migrateurs, qui est toute la liste. Et puis après, il y a autre chose. Il y a carrément la directive Habitat. Vous vous rappelez tous de Natura 2000, quand c'est arrivé en 2000, d'ailleurs, un petit peu avant même, on nous a dit oui, mais bon, les gens n'étaient pas chauds. Vous n'étiez pas chauds, les mecs du gibier d'eau, les gars qui avaient des huttes, tout ça. Et puis l'Europe a même été jusqu'à payer, pour ceux qui s'en rappellent, et mettre un peu de pognon sur la table pour vous décider, pour les propriétaires. La plupart ont dit oui, non mais c'est bon. Alors il y a des petites choses dans le texte, dans le règlement, non mais vous inquiétez pas, ça on n'en parle pas. Très bien, le cadre était posé. Tant qu'on ne nous attaque pas, pas de problème. Mais il y a un conseil d'État et puis un des tribunaux administratifs en France. Et il y a quelques semaines, il y a une association de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle DMA et qui pour la première fois a déposé une attaque effectivement au tribunal administratif en disant tout simplement, regardez dans le règlement de la directive Habitat, il est bien noté qu'on doit se référer aux listes UICN. Je suis désolé d'être compliqué, les gars, mais je vous l'explique comme c'est. Aux listes UICN pour voir si on peut chasser une espèce. Qu'est-ce que c'est que la liste UICN locale? Parce que c'était une attaque locale. Et bien, en fin de compte, on répertorie toutes les espèces. Une espèce qui n'a pas 1000 couples nicheurs dans un périmètre départemental pour certaines listes, régional pour d'autres listes UICN, puis national, puis européen, puis mondial. Là, il se réfère à la liste locale, la liste départementale. Il regardait, il n'y a pas, et je vais prendre l'exemple des oies cendrées, ce qui est quand même le comble, il n'y a pas 1000 couples nicheurs d'oies cendrées dans cette région. Donc, cette espèce, effectivement, est menacée. Et elle est classée menacée dans la liste UICN. Menacée. Menacés. Donc, ils avaient attaqué sur le périmètre du bassin d'Arcachon où il n'y a pas d'oie nicheuse, pas de cendrée et d'autres espèces, vous l'avez vu. Donc, le juge a pris la liste des espèces, toutes celles qui ne nichaient pas dans le bassin d'Arcachon, spécifiquement, en quantité minimum, ont été rayées de la liste des espèces chassables. Donc, il y a cette attaque là-dessus, et puis il y a le reste. Et le reste, c'est purement l'Europe aussi, et c'est nouveau, c'est les aires protégées, les aires marines et les aires terrestres protégées. Alors ça, c'est une nouveauté. Vous avez vu que l'Europe a voté ce qu'on appelle le réensauvagement, pour faire un peu court et en traduisant peut-être un peu mal le mot, restauration ou réensauvagement de la nature. Et dans cette directive, parce que là, on parle d'une directive à nouveau, qui est quelque chose de fondamental, qu'on ne peut pas contrecarrer en droit français. Une directive, c'est supranational. Et dans cette directive, on dit la France métropolitaine est obligée de passer sous protection complète 10% de son territoire. Et dans ces 10%, il n'y aura aucune interactivité humaine. Et la France a 10 ans pour mettre ça au carré. Aucune interactivité humaine. Plus d'agriculture, plus de chasse, plus de pêche, plus de promenade, plus de VTT, plus d'équitation, aucune interactivité humaine. Il y a un laps de temps pour se mettre au carré. Et ensuite, il y a 20%, pas 20% des 10%, c'est 10 plus 20, 20% où on mettra des zones tampons où seront tolérées certaines activités. Un tiers du territoire, le plus riche, les plus beaux biotopes, le vôtre, biotope, tournez pas autour du pot, la forêt et les marais, et les zones humides, forêt, zones humides, voilà. Et pour ça, ils vont se référer, bien sûr, à la directive Natura 2000, où on a classé département par département, effectivement, à l'époque, les zones Natura 2000. Donc, ils vont préempter ça. Toutes nos codes sont dedans.
Tous nos marais arrière littoraux sont dedans et quasiment toutes nos forêts. Et avec ça, des départements comme le Pas-de-Calais, on est à plus de 30%, mais il y a pire. Il y a des départements de la façade atlantique, on est à 50%. 50% d'endroits où l'humain… Classé Natura 2000. Classé Natura 2000. Et combien en pourcentage d'endroits où l'humain pourrait être totalement exclu? Il faudra effectivement prendre 10% de ces zones Natura 2000. D'accord. Et 20% où il y aura des tolérances. On n'est pas dans les tolérances, hein, les gars. Tolérer les fusils, ça ne va pas aller. Hein. Tolérer peut-être des gens qui marchent, peut-être tolérer des vélos. Une forme d'agriculture bio extrêmement surveillée avec des rendements à la con, ça c'est sûr. Mais on va se retrouver dans une position extrêmement compliquée avec ça. C'est l'Europe. Alors tout ça, je veux bien. Mais c'est passé, les gars. C'est passé. Ça passe. Et là-bas, il n'y a personne qui nous aide. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer là. Parce que je vois le truc arriver depuis 2 ans. Je sais qu'on va droit dans un mur. Hein. J'ai beau en parler autour de moi, j'ai beau faire des courriers, j'ai beau saisir tous les partis politiques, tout le monde s'en tape. Et ceux qui vous disent qu'ils vous aiment aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ils me l'ont déjà dit tous aussi avant. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à être aimés, les gars. Hein. Je suis adoré par moments. Mais le problème, c'est que quand c'est là-bas, tout le monde, excusez-moi l'expression, s'en branle. Alors comment on fait? Alors ils vont vous dire, je connais la méthode sur le bout des doigts. C'est pas nous, c'est l'Europe. Oui, c'est pas nous. Sauf que l'Europe, mon grand, c'est toi. Parce que quand tu sièges là-bas, c'est toi l'Europe. Et c'est personne d'autre que toi. Toi, ton parti, tout ça. Donc racontez pas de conneries avant, parce que quand vous êtes là-bas, vous ne faites rien. C'est pour ça que j'ai voulu m'investir dans ces élections. Parce que je sais que le nœud du problème, pour nous, il est là. Alors bien sûr, vous verrez aussi chasse de nuit, largement cité au Natura 2000, vous le savez. Tout ça, ça va être un rouleau compresseur qui se met en place. Je rajoute une chose de plus, même si vous êtes peut-être majoritairement des chasseurs de gibier d'eau, la directive bien-être animal. Et celle-là, elle ne date pas d'il y a 2 ans, elle date de quelques mois. Elle est donc passée à travers la commission, les 2 pré-commissions, la commission. J'ai interpellé d'ailleurs à l'AG des Landes une députée qui était là. Vous ne savez même pas de quoi on parlait. Je suis sûr qu'elle n'a jamais siégé, celle-là. Ce n'est pas possible. Bon, dans cette directive, on énumère toute une série de choses. Ça va rentrer dans l'hémicycle. Normalement, c'est prévu pour septembre. Mais actuellement, la direction, les Belges qui aujourd'hui dirigent l'Europe pour 6 mois, veulent absolument la passer très vite avant les élections du 9 juin. Moi, je fais déjà tout ce que je peux pour l'empêcher. Pas que les Français, je vous le dis tout de suite, avec la France et avec les autres pays. Parce que dans cette directive, pour faire court, le chien, c'est plus important que votre gamin. Ça veut dire qu'à partir de là, utiliser un chien courant pour aller à la chasse au sanglier, vous avez une telle responsabilité sur les épaules. Si votre chien est blessé, c'est même pas possible. Détenir un animal, les gens qui ont des chenilles avec une meute, ou même des chiens de chasse qui vivent dehors et qui ne sont pas malheureux pour autant, qui rentrent un peu dans la maison, tout ça, on connaît ça par cœur, on a tout ça chez nous. Pas le droit d'avoir des chenilles avec des températures inférieures à 10 degrés ou supérieures à 25. Donc, il faudra inventer pour les chenilles le chauffage et la clim. Tu n'auras plus le droit de laisser tes chiens dans l'obscurité entre 17h et 9h du matin. Tu n'auras pas le droit de transporter tes animaux de compagnie de plus de 2 heures. C'est pareil d'ailleurs pour les animaux de rente, comme les vaches ou les cochons. Si tu fais 2 heures de transport, tu dois t'arrêter, tu dois libérer l'animal 2 heures. D'accord. Et repartir au bout de 2 heures. Bon. Et il y a toute une série de choses comme ça, mais c'est du délire. Oui. Un être humain, c'est moins important qu'un animal de compagnie. Je le dis souvent en rigolant, mais le poisson rouge qui est dans le bocal de vos gamins, faudra vous faire à l'idée que c'est le frère de votre fils, les gars. C'est comme ça que c'est en train de se mettre en place. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Mais voilà l'Europe. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Ces choses sont pondues par qui? C'est pondu par les commissions où siègent normalement les députés. J'ai regardé quand même. Mais il n'y en a pas un qui va à rien. Hein. Je suis désolé. Oui. Hein. Mais y compris les têtes de liste actuellement, pour ceux qui sont des sortants. Mais prenez 5 minutes pour regarder quand ces gens siègent. Vous allez avoir une suée froide. Il n'y a personne qui siège. Tout le monde s'en tape. Et ce qui est grave, c'est que ça fait 2 ou 3 fois que tu nous cites le mot directive. Et ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que ces directives européennes, elles sont bien souvent reprises par notre bon Conseil d'État français pour nous embêter. Il y avait une question qui disait que Emmanuel Macron n'avait pas tenu sa parole sur les chasses tradies. Moi, je pense, si j'ai bien suivi, c'est complètement faux. Pour perdre au Conseil d'État, mes amis, il
faut qu'on ait un arrêté du ministre. Eh oui. Il faut qu'on ait un arrêté. Ça veut dire que c'est ça qui est le plus gros problème actuellement pour moi. C'est que c'est même plus un problème politique en France. Moi, les ministres, ils prennent les arrêtés. Ils prennent les arrêtés pour les oies, ils prennent les arrêtés pour les chasses traditionnelles. Et pourquoi on se fait démonter juridiquement? Je gueule sur le Conseil d'État, comme tous les Gaulois réfractaires, quand on est tous ici en ligne, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, le Conseil d'État, sûrement un peu écolo maintenant, mais comme partout dans l'administration, y compris la justice. Pas qu'un peu. Mais en fin de compte, il se réfère à quoi? Eh ben, la directive supranationale. Et dans cette directive, eh ben, c'est une machine à perdre. C'est une machine à perdre. Le ministre prend l'arrêté, le ou la ministre, ça dépend ce que j'ai, ça n'arrête pas de changer de toute façon. Donc, le ou la ministre prend l'arrêté, et on se retrouve devant le Conseil d'État, on est battu en brèche. Pourquoi? Par exemple, pour les chasses tradies, on peut me reprocher tout ce qu'on veut. C'est un dossier sur lequel j'ai passé une énergie, un temps et un espèce de paquet de pognon en avocat. C'est même pas raconté, tellement que c'est cher, mais il faut le faire et c'est normal. Et ben aujourd'hui, on se retrouve devant le juge qui dit non, mais attendez, la directive dit sélectivité. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de la sélectivité de votre chat, ça ne va pas. Est-ce que vous êtes certain de l'état psychologique de l'oiseau que vous relâchez, que vous avez attrapé? Non, mais oui, ce qui est important, c'est de la directive dont tu parles, c'est la directive oiseau, qui n'est pas une directive française, c'est bien une directive européenne. Encore tout est européen, mais tout est européen. Notre chasse aujourd'hui, à 90%, elle est européenne. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'aujourd'hui, les décisions prises au niveau de la chasse en France, c'est régenté par les directives européennes. Exactement. Voilà. Exactement, c'est régenté par des directives européennes. Alors on garde encore un petit bout de chasse, mais même ça, c'est menacé. Je prends l'exemple de la perdrix rouge et de la perdrix grise. C'était déjà en pré-liste d'interdiction, effectivement, au niveau de l'EICN. L'oiseau est déclaré comme en très mauvais état de conservation. Je vous le dis entre nous. La première assaut écolo qui nous attaque, qui attaque l'État sur cette espèce, on est rhabillé du manche. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Mauvais classement UICN, directive oiseau. On ne sait même pas se défendre. Le lièvre, c'est guère mieux. Le lapin de Garenne, c'est pareil. Et cette nouvelle directive bientraitance animale qui remet directement en cause les oiseaux de lâcher, même le fait de repeupler l'été. Il ne faut pas croire qu'on sera libéré avec ça. Même le fait de repeupler l'été. Donc, il y a un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux bien me battre tous les jours. Je veux bien faire tout ce que je peux bénévolement. Et je vous le répète parce que j'entends tellement de conneries. Je n'ai pas un centime pour faire ce que je fais. Prendre des chemins de traverse pas possibles politiquement pour essayer d'aller exister à l'Europe et vous défendre. Quand je vois qu'au final, tu te fais encore insulter ou traiter de macroniste ou de connard ou tout ce qu'on veut, tu te dis, mais les gars, je vais vous filer les clés de la baraque, vous allez voir. Le suivant, il va faire mieux. Je vous souhaite bon courage au suivant. Ne parle pas de malheur. On a une question pour revenir un petit peu plus à la politique de Jamel Talla qui nous demande si c'est plus judicieux. Est-ce que c'est judicieux d'avoir mis Jean Lassalle en tête de liste? Je vous l'ai dit en début d'interview, je le redis rapidement. On fait une association tous les deux. Le but est d'exister pour moi, mon domaine de la chasse. Avec Jean, on élargit un petit peu plus aussi. Bon, moi, je ne vous cache pas que voilà, mon domaine de prédilection, c'est la chasse. Moi, je vais pour bien mélanger les deux, c'est-à-dire à la fois être président national et être député européen. Et mon boulot là-bas, ça va être de faire avancer la chasse. Voilà. Il y a d'autres gens qui sont là pour la pêche, pour autre chose. Eux, ils s'occuperont de leur domaine. Moi, le mien, c'est la chasse. Moi, je veux rassembler toutes les forces vives aujourd'hui qu'il peut y avoir là-bas au niveau européen pour faire avancer le dossier de la chasse. Donc, Jean Lassalle, candidat, il avait annoncé qu'il ferait une liste. On fait deux listes et on termine comme deux cons à un point de prendre 5 points, à un point de faire 5% et d'avoir des élus. Parce qu'on a quand même un cœur de métier, on va dire entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, un cœur de métier qui est très proche. Alors, Jean, c'est Jean. On peut aimer ou pas aimer Jean. C'est un type foncièrement gentil. Il a des valeurs rurales. Bon, c'est quelque chose qui lui parle, tout ce que je fais. Il nous défendra les yeux fermés. Et puis, il a l'expérience. Je suis désolé, même si je n'ai pas peur de prendre un micro, je n'ai pas peur d'aller dans une salle. Vous me connaissez, voilà, je suis peut-être plus rodé que bien des politiques. Néanmoins, je le redis, c'est un garçon qui a fait 1 200 000 voix à la présidentielle, je vous le rappelle. C'est pas rien. On ferait 1 200 000 voix aux élections européennes, c'est 7%. Avec, si les sacheurs se mettent en route, c'est pas 5 qu'on devrait faire. Si on avait un tout petit peu de couilles et un peu de prise de conscience de ce qui est en train de se passer, d'oublier un peu les conneries des autres partis, de ce qu'ils peuvent vous raconter, on devrait faire 15. Parce que le monde de la ruralité, il n'a jamais été attaqué comme ça. Le vrai score qu'on devrait faire, c'est 15. Je peux vous dire une chose, on fait 15,
je vous change, je vous retourne la table. Je vous retourne la table. Parce que là, vous allez foutre la trouille à des gens qui vont dire, mais putain, ces cons-là peuvent des fois faire des listes. Ils peuvent être élus, en plus, c'est vachement dangereux. Non, mais attendez, quand je vois la violence de ce qu'on peut me faire actuellement par les autres partis politiques, tu dis, le gâteau est sur la table. Vouloir en enlever un petit peu de crème sur le côté, voire un petit bout de génoise, je peux dire que ça ne plaît pas beaucoup. Hein. Ça ne plaît pas beaucoup. Alors, évidemment, il faut vraiment que vous compreniez qu'on est à un moment charnière et que si on ne prend pas le train qui passe devant nous, ça va être très compliqué. Pourquoi voudriez-vous que les gens qui vous ont jamais défendu, qui n'ont jamais porté nos couleurs, qui ont tout laissé passer, changent d'attitude dans les mois et les années qui viennent s'ils sont réélus? Je vous pose honnêtement la question. C'est quoi l'électrochoc? Il est où? Non, je ne le vois pas. Si j'étais sûr qu'il y a un seul parti qui ferait vraiment le boulot, je dirais OK, on y va tout de suite. Bien sûr. J'ai une question, mais elle est revenue 10 fois. Je ne voulais pas te la poser, mais elle est revenue 10 fois. On y va. Est-ce que tu peux nous expliquer les quelques polémiques survenues au départ de la liste, et notamment la polémique de la défection de Laurent Jaoul? Alors, Laurent Jaoul, en fin de compte, on a eu deux choses. On va tout dire, on est entre nous. La première chose, c'était… entre nous, on est 500 quand même. Hein. Ah, ben on est entre nous un peu large, mais on est entre nous quand même. Il y a eu deux choses qui sont passées, ce qui n'a pas facilité la tâche, je vous assure. La première, ça a été la problématique avec Thierry Coste. Vous savez que c'est le lobbyiste de la chasse française. On n'aime pas Thierry. C'est un type redoutablement efficace pour servir la cause. Il est comme il est, mais je peux vous dire que surtout le monde du gibier d'eau, avant qu'on ait tous ces problèmes européens, je vous le dis sincèrement, il en a réglé avec moi un paquet de problèmes. Beaucoup, parce qu'il a un carnet d'adresses énorme et qu'il a quand même l'écoute des politiques. Il change de crèmerie tous les 5 ans, vous le savez, mais il est respecté, écouté. C'est quelqu'un qui est même un petit peu craint. Il est très bon dans ce qu'il fait. Néanmoins, comme j'ai dit, liste à politique, je ne pouvais pas prendre quelqu'un qui se définit publiquement comme le conseiller politique pour la ruralité du président de la République. J'ai dit, ça ne va pas. C'est pas possible. Donc, on s'est séparé de Thierry. Ça ne s'est pas super bien passé. Il faut le dire honnêtement comme c'est. Tout ça s'est rentré dans l'ordre, mais sur le coup, il y a eu un petit peu de colère. Bon, pas de mon côté, mais c'était pas facile. On avait toujours fait tout ensemble, c'était pas facile. C'est quelqu'un qui, je vous rappelle, a aussi été à la tête de CPNT, qui l'a aussi détruit en son temps quand ils ont eu l'occasion. C'est un autre débat, mais il faut dire les choses. Et je serai tranquille avec moi, je vous explique tout. Donc, on s'est un peu engueulé là-dessus. Voilà. Et j'ai dit, mais moi, c'est pas grave, je suis quelqu'un de libre et je pars comme je l'ai décidé, de cette façon-là et pas d'une autre. Je ne rejoindrai pas un autre camp, je n'irai pas sur une liste, je veux rester un homme libre, donc je serai libre. On s'est engueulé un peu, il a balancé quelques trucs dans la presse, on a rediscuté. Au Congrès, par exemple, de la chasse française, il a présenté ses excuses à tous les présidents qui étaient là, en disant, il a dit ouvrez bien vos oreilles parce que c'est la première fois que je ferai un mea culpa de quelque chose pour ceux qui étaient présents. Oui. Et il a dit voilà, je vous le dis une fois, j'ai fait une connerie, je me suis emporté, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, je le regrette profondément, ça n'arrivera plus. Voilà, si Willy a besoin de moi pour un conseil, je serai là. Je ne souhaite pas être dans la campagne comme il l'avait demandé initialement. Et on en restera là. Ça, c'est parti de Thierry. Déjà, avec ça, tu as déjà un beau bordel. Ouais. Deuxième bordel, comme il faut, Laurent Jaoul. Alors, Laurent, écoutez, moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup. On a plutôt bien travaillé ensemble. Ferdinand, son père, a été quand même quelqu'un d'important dans le monde de la chasse, en Occitanie. Donc, on a discuté. Il a été avec moi dès le début. Et puis est arrivé le temps, effectivement, de la discussion avec Jean Lassalle. Il y était très favorable. Ça n'a jamais été une grande surprise non plus. Mais quand on rassemble deux groupes sur une liste, nous, qui était déjà à peu près constituée, eh ben, il faut faire de la place aux gens. Il n'y a pas de 50 solutions. Dans la salle, il n'est pas tout seul. Il a des gens avec lui depuis toujours. Donc, il faut mélanger. Donc, Laurent, qui était troisième, s'est retrouvé… Jean Lassalle, je ne peux pas dire qu'il a été compliqué. Il n'a pas été très gourmand. Il m'a demandé… je vous dis tout honnêtement. Comme ça, vous allez avoir des infos du jour. Il a demandé la 5e et la 8e place dans les 10 premiers, ce qui n'était pas énorme. Bon, lui était tête de liste. Il a dit la tête de liste vaut au moins 2 places, donc je te demande la 5e et la 8e. La 5e et la 8e, sauf que Laurent était 3e. Moi, je me retrouvais 3e, forcément, puisque Jean était premier. Donc, Laurent pensait être 5e. Il s'est retrouvé 7e. Et 7e, c'est une place qui ne lui convenait pas.
Il trouvait qu'il était trop loin, effectivement, sur la liste. On a beaucoup discuté. Il s'est fâché. Il m'a dit, moi, je ne peux pas partir numéro 7, c'est pas possible. Je lui ai dit, Mais tu sais, Laurent, pourquoi il ne peut pas partir numéro 7? On n'est plus dans la conviction, on veut être élu. parce que Dans les choses. peut-être que c'était quelqu'un qui était moins sensible à la cause que je le suis personnellement. Et voilà, c'est pas vraiment quelqu'un du monde de la chasse non plus, même si son père, c'est quelqu'un de très bien. Hein, j'ai pas critiqué, mais je pense qu'il n'avait pas viscéralement non plus en lui la cause. Comme moi je l'ai. Moi, ça ne m'a pas gêné une seconde de m'effacer de la première place si c'est pour la gagne de la cause. Voilà. Donc, on ne s'est pas entendu. Il s'est fâché, il est parti. Comme tous les mecs fâchés, il a réglé un petit peu de compte, il a balancé à droite, à gauche, voilà, dans une grande frustration personnelle. Puis après, c'est ce que c'est les égos des hommes. Hein. On vit là-dedans, de toute façon, de nos jours. Il n'y a plus que ça qui compte. Voilà. J'ai rien à dire de mal sur Laurent Jaoul. Je regrette profondément ce qui s'est passé. Avec le recul, et quand je vois ce qui s'est passé et ce qui a suivi son départ, je vous dis honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose. S'il y avait bien une personne qui était différente des autres, apparemment, c'était quand même lui. Ok, au moins c'est très clair. On repart un peu loin des polémiques. On va dire que tu es élu. La liste a fait 5%. Quelle serait ta première action si tu étais élu? La première action, c'est les 3 points que j'ai dit là. C'est hyper important. C'est le gibier d'eau. Il faut tout de suite réunir un groupe, alors lui dire qu'est-ce que vous allez faire là-bas si vous êtes 5 ou 6 ou 7 élus. C'est ça. C'est très important. Vous avez quand même vu qu'il y a des listes qui sont en train de se faire dans tous les pays européens sur les mêmes bases que nous. L'idée, c'est quoi? Parce qu'aller là-bas et se retrouver 5 glampins dans un coin, bon, d'accord, les mecs, j'y suis, super, et après, je fais quoi? Bon, je vous alerte, ok, super, mais quel est le poids de tout ça? D'abord, j'ai regardé, en moyenne, il y a 70 personnes non inscrites. Très bien. Il y a 70 députés en moyenne non inscrits à chaque fois au Parlement européen. Il y a des listes qui se font un peu partout. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Pays-Bas, ça a été une liste avec des agris, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs. Regardez les Polonais qui sont en train de travailler, que j'ai eu au téléphone, qui travaillent sur une liste, même topo, chasse, pêche, agriculture. C'est du CPNT, quoi, comme on l'a connu dans le temps. Bon, les Espagnols, Manuel Gallardo, qui est le président des chasseurs espagnols, il est à fond dedans pour essayer de déposer cette liste. Il se bat, c'est plus compliqué qu'ici, c'est sûr, il se bat. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer un groupe ruralité avec nos valeurs et avec peut-être de pont en ce qui me concerne la chasse. Oui, et d'avoir peut-être à proposer pour une fois autre chose que cette putain d'écologie punitive qui bouffe nos vies tous les jours et dans tous les domaines. Justement, donc moi, je veux y aller. De Jérôme Lebec, qu'on connaît très bien tous les deux, qui demande que tu expliques bien qu'il n'y a peut-être pas qu'une alliance rurale en France et qu'il y a d'autres listes qui ressemblent, avec qui s'allier dans les autres pays européens. Exactement. Et il y a même des gens élus déjà là-bas qui m'ont contacté et qui refont des listes. Je pense à une liste hongroise qui n'est pas une liste identitaire, qui est une liste identité culturelle, ce qui nous va bien, hein, dont les mecs, la moitié des gars sont des chasseurs et ils ne sont pas beaucoup, ils ont été élus à 6. Et ils ont dit, nous, on n'a pas trouvé d'endroit où aller, on est resté indépendant. Monsieur Schrad, si vous arrivez là-bas, on est crédité à peu près du même score. On n'a pas pu tout faire, mais on s'est battu, on a alerté, on a beaucoup travaillé pour nos héros dans notre pays. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un groupe? Évidemment qu'on va faire un groupe. Un groupe, c'est 35 députés. 35 députés, vous déposez des amendements et des lois. La première chose à faire, c'est de changer, de travailler tout de suite sur des modifications, sur les directives. C'est dur de bouger une directive, mais c'est toujours pareil. On m'a dit un jour que je ne baisserais jamais le permis de moitié national. T'es fou, tu n'y arriveras jamais. J'y suis arrivé. Bon, je vais y aller là-bas, mais pas pour amuser la galerie, je vous le dis, pour le boulot. Là, il faut toucher donc à ces directives, Natura 2000 et oiseaux. Il faut reprendre cette problématique qui nous amène à même pas pouvoir tirer une oie en février, alors qu'ils s'en fait dégommer 400 000 juste au-dessus de nos têtes quand elles passent quelques kilomètres après la frontière ici française, où moi je suis pas loin de la Belgique. Comment je peux expliquer ça à quelqu'un? Comment je peux expliquer que des chasses traditionnelles, que les mecs ils se cassent la tête à attraper quelques piafs pour les becter, hein, avec des bouts de filet, avec des petits lassos, des petits collets qui vont faire avec les crins de la queue d'un cheval, enfin, des trucs pas possibles, que ces gars-là, ils peuvent plus le faire, mais tu peux prendre un fusil, en tuer 1 million le même jour, on ne dira rien. Comment tu veux qu'un mec normal comprenne ça? Donc, voilà 2 cas de figure. Là, voilà concrètement des choses à s'occuper tout de suite. Mais tout de suite, faire un groupe, c'est 35 députés.
C'est pas impossible. Un groupe de 35 députés, il est déposé, ils peuvent faire des lois, ils peuvent proposer aux autres, et surtout les gars, regardez bien comment est constitué le Parlement européen. Il n'y a pas de majorité absolue, c'est que des majorités relatives. C'est d'ailleurs ce qui a fait notre mort, parce qu'on est souvent la valeur d'ajustement politique. Ben là, c'est le contraire. On est 35, on est 40, on est 50, vous voulez nos voix? Très bien. Sur telle et telle chose, concernant la chasse ou la pêche ou tout ça, eh ben, si vous voulez qu'on vote pour vous pour tel problème économique ou un truc comme ça, d'accord, d'accord. Mais on va revoir la directive, on va revoir le problème des aires protégées, on va revoir les chasses traditionnelles, on va revoir la chasse des oies, on va revoir la bientraitance animale. Tout ça, on va regarder. Là, il y a un vrai boulot politique malin à faire. Tu n'as pas de groupe, tu n'es pas là-bas déjà, tu ne risques pas de le faire. Tu n'as pas de groupe, évidemment, c'est plus compliqué. Mais regardez, il y a des votes qui sont passés à moins de 10 voix d'écart, dont 2 à 4 voix qui nous ont concernés. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est inutile. Si on avait été 7 ce jour-là, effectivement, du côté de la chasse, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc, il n'y a jamais de choses qui sont inutiles. Aller à l'Europe aujourd'hui, quand on est chasseur et dans la merde dans laquelle on se trouve, c'est sûrement pas inutile, bien au contraire. Puis il y a déjà le rôle aussi de lanceur d'alerte, parce que tu nous disais qu'on n'était jamais au courant de ce qui s'y passait au Parlement européen. Là, avec des gens dans les commissions et au sein même du Parlement, il va quand même y avoir moyen de dire aux chasseurs français ce qui se passe et aux ruraux plus généralement. Alors ça, et puis surtout aux autres politiques. Ouais. Aujourd'hui, je suis désolé, vous en connaissez, vous, des députés européens? Moi, je n'en connais pas. J'en ai rencontré une pour la première fois de près. J'aurais pu la toucher, elle était assise à 2 mètres de moi, c'était dans les Landes. Je lui ai dit d'ailleurs en rigolant, vous savez ce qu'on dit en Pas-de-Calais, madame? On a plus de chances de croiser dans le Pas-de-Calais un ours blanc qu'un député européen. Moi, je n'ai jamais vu de député européen de ma région. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ah oui, je vois les noms parce que j'ai les listes. J'en ai jamais vu un de près. Donc, quand tu es là-bas, que tu commences à alerter tout le monde en France, même si on n'est pas du même parti, même si dans les gens qui sont là, vous avez tous des idées politiques différentes. Je dis, les mecs, dites à vos copains là du RN, il y a ça qui va rentrer lundi prochain. Ils doivent être là, les gars. Vous bougez le cul. Aujourd'hui, il n'y a personne qui lance une alerte. On ne sait jamais à rien. On est au courant de rien. Là, tu peux gueuler. Moi, voilà, ta sensibilité CLR, bah, tu appelles tes copains LR, tu fais bouger le parti en France. Ta sensibilité CRN, ok. Ta sensibilité CPS, pas de problème. Au moins, tu as quelqu'un qui est là et qui regarde tout ce qui se passe. Concernant évidemment le monde rural et la chasse en priorité pour nous. Au moins, on peut lancer l'alerte. Après, si les gars, ils y vont pas, là, ils sont emmerdés. Il y a l'autre con qui nous regarde, là, c'est Schran, il est là-bas, il surveille tout ce qui se passe. Et ça, c'est un vrai problème pour eux. S'il y a quelqu'un qui est sur place et qui regarde, vous n'avez pas siégé, vous n'êtes pas venu, vous avez voté pour, alors qu'il fallait voter contre. Là, il faut rendre des comptes. Là, il faut rendre des comptes. Donc, il y a un double boulot. Le boulot peut-être de pouvoir faire ce groupe ruralité qui serait un pendant de cette écologie punitive aujourd'hui qui est un peu toute puissante à l'Europe. Et puis, à côté de ça, surtout surveiller tout ce qui se passe. Ouais. Et pouvoir dire aux chasseurs, les mecs, appelez vos potes, on n'est peut-être pas dans le même camp politique, on s'en fout, c'est la chasse, bougez-moi tout ça, parce que dans 8 jours, dans 15 jours, il passe quelque chose qui est hyper dangereux. Et puis aussi, bien sûr, je le redis, changer déjà toutes les erreurs qui ont été faites en ce qui nous concerne et proposer. Comme ça, on verra bien ce qu'ils veulent faire, les gars. Hein, on verra bien quand les gens disent qu'ils vous aiment, hein, ils vont nous le prouver. Ben, monsieur, changez-nous il n'y a pas beaucoup, 2 paragraphes et on peut chasser les oies tout le mois de février. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, non, mais là, non, mais là, vous allez le dire aux gens. Vous allez le dire aux chasseurs français qui ont cru en vous, qui ont voté pour vous. Expliquez-le. Ou aux Français tout court. Non, on n'a que des choses bénéfiques à tirer d'être sur place. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Ok. Justement, je voulais revenir sur le RN, qui est l'ultra favori. Et on le sent bien dans les sondages, avec de nombreuses voix de chasseurs et de ruraux. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens qui se sont tournés vers le RN, très certainement plus en opposition à Macron qu'autre chose? Alors, je vais vous dire, je suis quelqu'un de droite. Ce n'est pas un grand secret, je ne m'en suis jamais caché. Je suis plutôt, on va dire, dans l'esprit un LR. Il y a plein de choses au Rassemblement national qui peuvent me convenir. Honnêtement, je le dis sincèrement, ça ne me pose aucun problème, je suis un mec entier. Il y a une chose qui ne va pas. C'est leur approche vis-à-vis de la chasse et de l'animalisme et de l'écologie. Et ça, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez pas les yeux bien ouverts, ni les oreilles bien entrouvertes. Parce que là, il y a quand même un problème. Regardez, je vais vous donner quelques exemples concrets que vous pouvez vérifier tout de suite.
je ne suis pas un menteur. Vous ne trouverez jamais moi qui ai dit du mal de la chasse. Hein. Vous me suis opposé à la chasse, sans doute, les gars, il n'y a pas de problème. Quand Bardella il fait son discours avec son débat avec Hugo Clément, là, au mois de novembre, c'est pas il y a pas longtemps, c'est pas il y a 10 ans, hein. Il y a quelques mois, et quand il dit à la fin, il faudrait plus d'Hugo Clément en France, il faudrait plus d'Hugo Clément en France. Le mec qui essaye de nous détruire tous les jours. Ça vous interpelle pas un petit peu, ça? Et quand Hugo Clément il dit à la fin, c'est plus que M. Bardella, l'argent des billets que vous avez payés pour assister au débat, ce sera reversé à la Fondation Brigitte Bardot. Il n'y a pas un truc qui vous interpelle, les mecs? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Moi, je connais le RN. Il est né ici. Moi, j'ai la maternité ici, dans le Pas-de-Calais. Il sait de là qu'ils viennent. Bon, Marine Le Pen, quand elle dit « moi, je suis contre les chasses traditionnelles, c'est des chasses barbares », ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Et la liste est longue. Regardez qui a signé le RIP. Moi, les députés RN ici, ils étaient… voilà, celui du coin, il est bon. Et j'arrêterai là. C'est pas mieux chez les autres, hein, parce que si c'était mieux chez les autres, j'aurais pu prendre une autre voie, hein, sans aucun problème. Il y a peut-être un mec où j'aurais pu aller, je vous le dis honnêtement. C'est Fabien Roussel, parce que je trouve que c'est un mec bien. Il a un défaut, il est à mort contre la vénerie, la société de vénerie, la chasse à courre, qui ne supporte pas, parce que je lui dis, Fabien, tu fais chier, tu es resté au temps, effectivement, de la noblesse et des particules, et t'en sors pas. Ouais, mais c'est le principe. Pour tout le reste, on a un mec qui est compatible. Mais comme je défends toutes les chasses et j'en mets pas une de côté, je ne peux pas faire ça. Mais pour le RN, voilà. Alors, évidemment, là, il y a plein de gens qui enregistrent, mais j'assume totalement ce que je dis et je vous enverrai les extraits de ce qu'il y a dit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, voilà la raison majeure, parce qu'on ne s'est jamais entendu sur la chasse. Ce sont des gens qui sont, pour la plupart, des animalistes. Des animalistes. Et il faut le dire, ce sont des animalistes. Je ne sais pas si Bardella est un animaliste. Il y a même des rues Brigitte Bardot dans certaines villes. Oui, bien sûr. Bah, mais moi, si vous voulez qu'on fasse une liste, je vais vous la faire, je vous l'enverrai. Hein. Mais si j'ai jamais voulu adhérer à ça, il y a une raison. Parce que ce n'est pas compatible avec mes convictions pour la chasse. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas compatible avec mes convictions pour la chasse. Donc, si ce n'est pas compatible avec les miennes, c'est forcément pas compatible avec les vôtres. Maintenant, si vous votez pour d'autres raisons que la chasse, mais tout est louable. Il n'y a aucun problème. Au contraire, vous savez, moi, si vous n'êtes pas un salaud, comme certaines personnes disent, parce que vous votez Rennes, les gars, c'est pas une honte du tout. Je vous dis, il y a plein de choses qui peuvent me convenir là-dedans. Il y a juste un truc qui ne me convient pas, la chasse. Et moi, mon vote, il est lié à la chasse. Voilà. Parce que je trouve que de toute façon, n'importe qui que je mets à la tête du truc, c'est le même bordel dans ma vie personnelle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la chasse. C'est ce qui anime ma vie, c'est mon cœur de réacteur. Donc c'est la seule chose où je fais attention, surtout sur une élection européenne. Je ne peux pas mettre un bulletin pour quelqu'un ou m'engager avec une équipe qui n'est pas 100% clean sur l'histoire de la chasse, de l'écologie punitive et de l'animalisme. C'est la seule chose. On a une question d'un certain Hubert qui nous demande si les syndicats agricoles suivent l'Alliance rurale. C'est pas si facile que ça. J'ai discuté avec les deux. Il y a quand même une bienveillance de la part du monde agricole dans la démarche de cette liste Alliance rurale. Il y a des gens qui sont issus des deux syndicats agricoles qui seront sur la liste, mais un syndicat, ce n'est pas un parti politique. C'est quand même différent. Ce n'est pas une fédération non plus comme nous. Moi, je le fais à titre personnel. Eux, ils sont quand même obligés de composer. Oui. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, peut-être où j'ai dit à l'élection présidentielle, je vote Emmanuel Macron. Oui. Ils sont quand même obligés de composer. Donc, je sens qu'il y a une bienveillance. Je n'ai pas d'opposition frontale du tout avec eux. Il y a une forme de bienveillance. Il y aura des gens qui viendront des deux syndicats principaux. Je ne vous accorde pas de la Confédération paysanne, mais là, on est quand même très, très, très à gauche de la gauche, voire même écolo dur. Donc non, ça, c'est pas mon truc. Et là, il n'y en est pas question. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein, je rebondis là-dessus. Moi, je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Hein. Moi, je reste dans mes convictions. Hein. Moi, je ne veux pas faire une liste pour gagner les élections européennes. Hein. Je ne vais pas prendre des gens qui ne sont pas en phase totalement avec ce que je suis. Il n'en est pas question. Hein. Donc, je ne vais pas élargir pour embrasser tout le monde. Ce que fait le monde politique aujourd'hui, on prend tout et n'importe qui. Moi, c'est formidable. Il y en a qui disent, mais moi, j'ai des écolos et des chasseurs sur ma liste. Mais mon grand, mais t'es à côté de la plaque. C'est fini ce temps-là. Moi, je ne veux pas me mélanger avec des écolos. Je ne veux pas en voir un de près ni de loin qui serait sur la liste qu'on a montée avec Jean Lassalle. Je préfère perdre avec mes convictions et mon honneur que de gagner avec des gens qui ne pensent même pas comme moi. C'est quoi cette politique à deux balles? Il n'y a plus personne qui a une conviction, qui est capable de la tenir pour se faire élire.
on ferait n'importe quoi et avec n'importe qui. Il n'en est pas question. Donc, ce qui est compatible des syndicats agricoles, oui, même eux, ils ont aussi des fois des gens qui ne sont pas tout à fait en phase avec ça. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Donc, il n'y aura pas un soutien officiel, je le pense, nous verrons bien. Il n'y aura pas de soutien officiel, mais il n'y a pas d'opposition frontale non plus et il n'y a pas de rejet de l'Alliance rurale non plus. Aucun rejet. On a une question de Cédric Nectou qui nous demande si un débat avec Jordan Bardella est envisageable. Mais moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Hein. J'ai débattu avec peu de gens, c'est vrai. Je l'ai fait avec Julien Bayou d'ailleurs, ce qui m'a quand même un peu sidéré. J'ai vu quand même que l'écologie politique, eh ben, elle y connaissait quand même pas grand-chose. Dès qu'on gratte un petit peu le débat, on peut tout à fait faire un débat avec Jordan Bardella, mais bon, moi, je ne suis plus numéro 1 de la liste. Donc, s'il y a un débat avec Jordan Bardella, il se fera probablement dans un débat global. Et puis bon, là, on a monté un petit peu en pourcentage. On est passé de 0,5 à 2. Donc voilà, on va pas faire la fête, mais c'est quand même enfin. Voilà, je sens d'ailleurs que ça démarre un petit peu. Je reçois beaucoup plus de messages. Les gens, tout ça, ont l'air de s'y intéresser, de se motiver autour de tout ça. Peut-être que si la liste, elle monte encore un petit peu, Jean Lassalle sera peut-être amené à aller discuter effectivement avec d'autres têtes de liste dans des débats, oui. Après, moi, je peux faire des débats avec d'autres personnes. J'ai fait un débat aussi en passant à France 3 Limousin. J'ai fait un débat avec il y avait les communistes et puis Reconquête. D'accord. Mais on n'était pas avec des têtes de liste. Hein. On n'était pas avec des têtes de liste. On était effectivement avec des gens qui sont sur la liste un peu loin. Voilà. Mais oui, moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde, mais je ne serai pas invité à débattre avec Jordan Bardella. Non, non, ça ne m'aurait pas dérangé du tout, hein. Mais non, parce que je ne suis pas à la hauteur de quelqu'un qui est tête de liste et qui pèse aujourd'hui probablement une trentaine de pourcents dans les intentions de vote. Bon voilà, moi je suis troisième de liste, une liste qui est créditée à 2 et on est déjà content d'être à 2. Et je pense qu'avec ces deux, on passera à 5. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, chacun a sa place. Une autre question de Tibanas, c'est un pseudo. Quels sont les départements non représentés par l'Alliance rurale? Je pense qu'il n'y en a pas. Ah, il y en aura toujours des non représentés. Il n'y a que 81 places, pardon. Déjà, il y a 90 départements, plus les dom-toms. Oui. Donc déjà, mathématiquement parlant, c'est pas facile. Donc, on essaye d'en avoir un maximum, mais il y a aussi, je dirais, la représentativité au niveau des territoires, c'est important, mais l'incarnation est importante aussi. Il y a peut-être des fois des gens qui sont du même département, mais ils incarnent quelque chose de fort pour la liste. Je prends un exemple que j'ai en tête, par exemple la Meurthe-et-Moselle. On a un monsieur que vous allez découvrir qui est le président des médecins du département. C'est pas rien. Bon, voilà. Et la médecine en campagne, on sait ce que c'est. Hein, on sait, même en ville, jamais aujourd'hui maintenant. Voilà, ça devient quand même difficile de se faire soigner, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors, parler des déserts médicaux si tu veux, oui. C'est la bonne occasion. Hein. Mais voilà, les déserts médicaux, c'est quelque chose qui me touche directement. Moi, j'habite une campagne où c'est déjà pas facile. Mon médecin part en retraite, je n'ai plus de médecin. Il s'en ira au 1er septembre et il n'y a plus de médecin. Et les autres médecins, ils ne veulent pas te prendre parce qu'ils ont déjà un nombre de patients trop important. Je n'ai pas de médecin. À partir du mois de septembre, j'ai plus de médecin. Enfin, c'est même avant, puisqu'ils sont en vacances le 1er juillet et ils soldent tout ce qui a soldé. Donc, je ne le verrai plus à partir de la fin du mois de juin. Bon, mais on a aussi des problèmes similaires, des fois, dans l'agglomération des grandes villes. Il y a aussi des déserts médicaux urbains maintenant. Bon, c'est un vrai problème de dire, mais est-ce que c'est un problème européen? Oui. Oui, il y a des choses à faire au niveau européen. En fin de compte, tout peut être un problème européen à partir du moment où la loi européenne est supérieure à la loi française. Voilà. Donc, il peut y avoir deux personnes du même département, c'est vrai, mais on essaye dans ce cas-là d'avoir deux incarnations différentes que vous allez parfaitement comprendre. Question de Nawel Hamzaoui. Pourquoi les petites listes n'ont pas accès aux médias? Ça sera le cas dans je crois, ces 2 ou 3 dernières semaines. C'est un nombre de jours où à ce moment-là, on regarde dans le prisme des intentions de vote. Et vous allez avoir un créneau médiatique en rapport en pourcentage avec ce que vous pesez. Si vous êtes crédité de 2% comme aujourd'hui, vous aurez le droit d'avoir 2% de passage médiatique par rapport aux autres, dans une globalité de 100%. Et voilà. Et passer un nombre de pourcents, vous êtes équivalent. Je crois que c'est au-dessus de 10 où vous avez tous la même code-part. Donc là, évidemment,
avec un petit score comme on l'a pour l'instant à 2%, évidemment, on va pas passer beaucoup. Alors si on fait un peu de PQR quand même, Nawal, on est un peu dans les journaux locaux, quand on se déplace un peu dans les régions. Demain soir, on fait un petit tour en baie de Somme, enfin à côté, pas en baie de Somme, mais pas loin. Bon, bah là où il y a un petit peu de presse locale, les Claquois sera là, il y a 2-3 journaux locaux. C'est aussi un petit peu l'adage des petites listes, d'aller dans des endroits où personne ne va d'ailleurs. Les grandes listes ne vont pas là-dedans. Donc c'est l'occasion aussi d'avoir une couverture presse qui n'est pas une couverture nationale, mais qui se répète régulièrement dans les régions qu'on traverse. Donc les oubliés vont voir les oubliés, quoi. C'est un petit peu ça. Les oubliés vont voir les oubliés, voilà. Ouais, c'est un peu ça. On me demande, en parlant de réunion, est-ce qu'il y aura une publique dans ton Pas-de-Calais? Ah oui, mais je suis en train de… Alors pas tout de suite, je voudrais la faire dans la deuxième quinzaine de mai. Voilà, c'est plus j'irais… ça aura une connotation particulière pour moi. Je vais le faire plus vers la fin. Vous avez compris mon engagement Oui. pour ces élections et vous avez compris pour certains ce que ça allait représenter, si ça va ou ça ne va pas. Donc, je veux le faire à la fin, plus vers la fin. Dans les 15 derniers jours, je ferai un beau rassemblement dans le Pas-de-Calais, oui, bien sûr. J'en ferai un dans le Pas-de-Calais, j'en ferai un dans le Nord, voilà, dans ma région Hauts-de-France. Hein. J'ai la même question de Johan pour la Sarthe. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans la Sarthe? La Sarthe, je vais pas dire de bêtises. Je fais 3 jours dans la région Pays de Loire. C'est la semaine… non, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. La dernière semaine d'avril. Je fais une réunion le jeudi soir. Je pense qu'elle est dans le Maine-et-Loire. Mais on va vous donner tout ça. Hein. Le vendredi soir, je serai en Vendée, je crois, ça c'est réunion publique, avec un peu de trucs dans la journée à droite à gauche, aller voir un petit peu ce grand monde rural. Et le samedi, je fais l'AG des chasseurs de Loire-Atlantique. Okay. Là, en tant que président des chasseurs, c'est différent. Donc, mais bon, c'est pas si long que ça, le temps, les déplacements, les moyens aussi, il faut le dire, c'est pas si évident que ça. Et donc, j'irai dans chaque région. Je ne pourrais pas faire tous les départements, c'est pas possible. Donc, quand vous verrez passer dans votre région, bon, Pays de Loire, c'est grand, mais pas si grand que ça. C'est un peu comme les Hauts-de-France. Ça reste à portée de voiture, on va dire, pour un soir. Donc, venez aux 2 réunions qui seront prévues. Normalement, je pense que ce sera le Maine-et-Loire et la Vendée, le jeudi et le vendredi. Je ris parce que je viens de recevoir à l'instant une question de Florent Bulot que je connais très bien et qui pose une question qui, moi, me fait rire. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Comprends-tu que les influenceurs, tu vois ce que c'est pourquoi ils ne sont pas lancés et pourquoi ils ne promeuvent pas l'Alliance rurale? J'ai des fois du mal à le comprendre, parce que demain, si tout ce qui est programmé doit nous arriver, si on ne fait pas un score pour aller essayer de combattre tout ce qu'on nous promet, il va rester quoi de leur métier? Qu'est-ce qui va rester? De peler 3 tondus, des mecs qui… Vaut mieux être influenceur de belote et de tarot. Hein. Dans quelques années, allez bien, c'est parti, vous allez avoir plus de clients que du côté de la chasse. Hein. Ça va être compliqué. Moi, je le regrette. Bah, par contre, c'est pas mon rôle de le demander, c'est tout. Il y a un moment, je me dis, c'est tellement évident, quoi. Tu es influenceur ou influenceuse chasse, comment tu peux ne pas t'impliquer? Il y en a qui le font, heureusement, mais la majeure partie ne le font pas. J'entends. Alors là aussi, c'est dommage. Si moi, je suis capable de mettre mes convictions personnelles de côté pour la cause, eux, et moi, c'est pas mon gagne-pain. Je suis pas payé pour le faire. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui vit de notre monde ne comprenne pas l'urgence, effectivement, de ce qui se passe. Peut-être que soutenir l'Alliance rurale, ça fera perdre quelques personnes. Je dis pas le contraire. Mais au final, si on se loupe, ça fera tout perdre. Donc, à leur place, je réfléchirai vraiment à ce qui est en train de se passer. Et je pense que je franchirai effectivement le cap et que je soutiendrai mon monde à moi qui me fait vivre et qui me nourrit quand même tous les jours. Une autre question que j'aime pas te poser parce que je connais la réponse, mais c'est important pour certains, elle est revenue plusieurs fois. Est-ce que tu peux expliquer que l'argent des chasseurs, des fédérations via les permis ne finance pas l'Alliance rurale? On ne peut pas, c'est la loi, vous vous rendez compte. C'est la prison, si on veut. Ah, ben c'est la prison, donc il est hors de question. Non, il est hors de question. Alors, d'abord, il n'y a que 2 fédérations dans le cas 3 où je pourrais toucher le Pas-de-Calais
les Hauts-de-France, on va dire la fédération régionale ou la fédération nationale. Non, 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 non. D'ailleurs, je n'ai jamais touché au compte des fédérations parce que j'ai toujours souhaité un partage du pouvoir. Prenez la fédération nationale, je suis le président. Je n'ai pas le droit et je m'interdis, et ça a été voté comme tel en conseil d'administration, de mettre mon nez dans les comptes. Il y a un trésorier. Ce trésorier est chargé de veiller à ce qu'il n'y a pas une erreur sur le parcours. Il peut toujours en avoir une. Et dans ce cas-là, il faut la rectifier. Voilà. Si un jour je me trompe de crèmerie pour X raison, mais non, on ne peut pas faire ça, évidemment. Et puis c'est n'importe quoi. C'est pas le président des chasseurs qui se présente, je vous rappelle, hein, c'est Willy Schran. Hein. C'est sur mon nom propre. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas un centime de vos permis qui iront. Alors j'entends des tas de choses. Je te la pose parce qu'on lit ça sur les réseaux sociaux tous les jours. Ça vient toujours des mêmes de toute façon. J'entends, et puis là c'est un petit peu nos ennemis, les gens qui ils ont peut-être un petit peu peur qu'on en prendrait quelques pourcents et que ce serait dramatique, mais oui, de toute façon j'ai des journalistes qui m'ont déjà appelé en pagaille et ces jours-ci ça chauffe. Il y en a plein qui m'appellent, oui, on a entendu dire que vous preniez de l'argent dans la caisse de... Mais les mecs, vous me prenez pour qui? Hein, j'ai jamais pris de salaire, j'ai jamais pris un centime, j'ai jamais rien demandé, je suis juste défrayé de mes kilomètres et ça me coupe du pognon tous les mois. Et c'est vrai, et ce serait maintenant, 8 ans après, que je commencerai à mettre les doigts dans le pot de confiture. Je suis désolé à tous ceux qui m'appellent pour ça et qui pensent que je vais vous décevoir. Moi, j'ai jamais mis les doigts dans le pot de confiture et je ne le ferai pas. Mais pour une raison basique et toute bête, je suis désolé, mais j'en ai pas besoin. Je sais pas, on avait dit qu'on arrêtait à 20h, je ne sais pas du tout, je connais pas l'heure, je ne l'ai pas sous les yeux. 8h moins 20. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions chasse plutôt, parce que j'ai plus de questions politiques pour le moment. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions? J'en ai quelques-unes en vrac. Tiens, on va même pas parler de chasse, on va parler de pêche. Enfin, de pêche ou de nuisibles plutôt, parce que où en est la problématique du silure, on me demande. C'est Aurélien. Le silure est un énorme problème pour les chasseurs. C'est pas un dossier que je connais extrêmement bien, quoique. Je le connais du point de vue chasse, mais je le connais moins du point de vue pêche, on va le dire comme ça. Bon, le problème du silure, c'est la remise à l'eau de l'espèce sans cesse, avec des poissons de plus en plus gros. Bon, moi, je suis favorable, effectivement. D'abord, je trouve que le silure n'avait strictement rien à faire dans nos rivières, au quai. Alors, ça fait plaisir à des gens qui les attrapent, c'est des très gros poissons, on bat des records. Mais je pense qu'il faudrait, personnellement, interdire de remettre ce poisson à l'eau. Un jour, il y a un gamin qui nagera dans une rivière qui sera bouffé. Ça finira comme ça. Il va le happer, il va l'amener dans le fond et il mangera. Donc, et quand je vois les canards qu'on perd à la hutte avec ça, avec le silure, c'est... Les aplants, c'est les aplants que je parle. Alors, je ne parle même pas, évidemment, des couvées qu'on n'arrive même plus à voir et les sauvages qui se font prendre, mais c'est nos aplants. Bon, on a tous quand même eu une rafale de canards de prix et ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver. Donc, si on ne prend pas des décisions claires pour le silure aujourd'hui, ça va être un problème. Alors, je comprends que c'est un poisson qu'on pêche, je comprends tout ça, mais il y a peut-être des endroits où on pourrait, dans certains plans d'eau qui sont plus réservés à la chasse qu'à la pêche, trouver une solution d'en diminuer la population, parce que là, c'est pas tenable, quoi. Surtout les plus gros. Voilà, c'est pas les silures de 3 kilos qui embêtent le plus le monde, hein, mais les très grands silures, c'est un problème. Ok. Une question d'un pseudo, un Black Duck Titan. Où en est le vaccin de la grippe aviaire? En retard. Très en retard. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'aimerais avoir la possibilité, et c'est ce que je demande à Conakry, de pouvoir vacciner une région en priorité, celle du Nord et particulièrement celle qui est impactée depuis 3 années consécutives durement, c'est les Flandres. Et j'ai demandé au ministre, effectivement, de l'Agriculture, d'avoir la possibilité de vacciner, effectivement, les canards, les appelants dans cette zone. Bon. Pour l'instant, ils n'ont même pas encore réussi à vacciner les poulets et les dindes. Intéressant. Alors que ça devait être terminé pour le mois de juin. Bon. On a vacciné juste les canards gras. Vous l'avez peut-être remarqué. Et rien d'autre. Donc, j'ai revu la voilure à la baisse en disant je veux au moins les Flandres pour faire un test.
et pour voir effectivement si avec ce vaccin, qu'on s'en est pas embêté, on peut quand même chasser. Bon, ça ne va pas résoudre tout le problème, on est d'accord, mais bon, alors on me dit oui, ça a pris un peu de retard, mais d'ici 12 à 18 mois, on aura réglé le problème. C'est trop long pour nous, les gens attendent depuis un moment, moi j'aimerais que ça accélère. Donc en principe, j'espère avoir déjà un lot test pour les Flandres, hein, le mec, ils n'ont pas beaucoup chassé depuis 3 ans quand même, hein, quelques semaines par-ci par-là tous les ans, mais c'est misère. Et puis pouvoir effectivement déployer tout ça rapidement à l'ensemble des chasseurs de gibier d'eau. Okay. J'ai 2 questions européennes sur l'Alliance rurale et les européennes qui sont arrivées. Et une qui est importante, même si tu l'as expliqué en début de ce live, est-ce que tu peux expliquer le système des européennes? Déjà, j'ai un scoop, il n'y a qu'un tour. Mais on me demande que tu expliques comment ça fonctionne. Est-ce que si on fait 2%, on a 2 députés? Alors, si on fait 2%, on n'a que dalle. 3, on n'a que dalle. Et à 4, on n'a que dalle. Pour avoir des élus, c'est 5%. Alors 5%, c'est pas le bout du monde. Avec l'abstention qu'on a à faire, qui va sortir des urnes, 5%, ça va tourner à 900, 950 000 voix, je pense. Donc en vérité, moins que le nombre de chasseurs. Ça va pas être trop compliqué. Hein. Donc effectivement, 5%, vous avez 4 élus. À 5,1%, c'est 4. À 5, quelque chose, vous avez 5 élus. Et après, grosso modo, vous avez un élu tous les 1%. Donc, on dit 5%, 5 élus. Mais en dessous, tu n'as que dalle. 5%, 5 élus, 6, 6, 7, 7, et puis voilà, on déroule comme ça. Mais on est sur, effectivement, 5%, c'est le minimum à faire pour avoir des élus. En dessous, vous n'avez rien. D'accord. Une question de Christophe Groc, j'espère que je prononce comme il faut. Pourquoi ne pas avoir Eddy Puy-Jalon au sein de l'Alliance rurale? J'ai pas compris. Pourquoi ne pas avoir Eddy Puy-Jalon au sein de l'Alliance rurale? Aider ou... Eddy Puy-Jalon. Alors, on l'a, Eddy Puy-Jalon, c'est un grand soutien de la liste, il n'y a aucun problème. Bon, là aussi, on a eu un problème avec LMR. Bon, on a eu une grande discussion. Moi, je trouve que LMR avait sa place dans la liste Alliance Rurale. J'étais tout à fait d'accord là-dessus. Sachez quand même que la numéro 2, Denise Leboeuf, est une femme proposée par LMR. D'accord. Mais, et elle est restée d'ailleurs à cette place numéro 2, et j'en suis ravi, c'est qu'elle est une vraie battante, une petite mairesse des Alpes-Maritimes, je dis petite par la taille, mais avec un punch d'enfer, vraiment du monde de la chasse aussi, même si elle ne chasse pas. Mais je n'ai pas réussi à faire un accord avec LMR, ça a été compliqué, je ne vous cache pas. Moi, j'avais des raisons. Il y avait une petite tension aussi, et je m'en ouvre honnêtement avec le président actuel. Donc je voulais bien un accord, mais je ne voulais pas, je voulais un accord avec le parti, mais il y a quelques personnes que je ne voulais pas retrouver sur la liste. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord là-dessus. J'ai eu des tensions importantes avec Bernard Borel, faut être honnête, voilà. Peut-être qu'il ne m'apprécie pas beaucoup et c'est peut-être réciproque. On n'a jamais eu trop de feeling ensemble, c'est vrai. Par contre, Eddy Puy-Jalon est quelqu'un qui nous soutient. Eddy, il combat depuis longtemps, il est fatigué, donc il ne sera pas sur la liste non plus. C'est son choix personnel, je le respecte. Il y a des soucis personnels et c'est tout à fait normal. Par contre, il nous défend énormément, il se bat pour cette liste énormément. Eddy, c'est quelqu'un avec qui je parle depuis des années, c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration. Voilà. Et si ça avait été lui qui avait été le président de LMR, on aurait eu moins de palabres et de discussions et moins de problèmes, et je lirais moins de conneries sur les sites de certaines personnes de LMR qui m'attristent profondément. Allez-y les gars, rentrez directement au RN, vous gagnerez du temps pour ceux qui restent. Ça, c'est envoyé. Une question de Jean-Marc Fédéré qui nous demande si vous défendrez le dossier Cormoran au niveau européen. Ah oui. La problématique Cormoran. Oui, on a des présidents de fédération de pêche avec nous, hein, donc voilà. Hein. Donc, question silure et cormoran, ils s'y connaissent bien. Oui, c'est un scandale total de cormoran. J'ai un exemple d'une espèce protégée. Alors, on veut bien remettre des quotas de tir, mais ça ne peut pas être les chasseurs directement. Vous avez vu comment ça se passe. Les mecs, il ne faudrait quand même pas que vous ayez le moindre plaisir ou la moindre petite émotion hein, à tirer un cormoran et éprouver quelque chose de personnel. Ce serait complètement concevable par les animalistes et les écolos qui gèrent tout ça. Donc vous avez le droit d'en tirer un petit peu, mais pas trop, pas du tout si vous êtes chasseur. Bon, ils ont limité effectivement les choses au maximum. Le cormoran, c'est quelque chose qui va
je pense, détruire tout le poisson d'eau douce qu'on a chez nous. Nous, on a vu ici le marais de Saint-Omer où je suis né, où j'ai pêché, où j'essaye encore de pêcher. Pour le peu de poissons qui restent, on dit ce qu'on veut, il y a longtemps, c'est plus un problème de pollution ici, loin de là, c'est un problème de cormorans. Il y a des milliers de couples. J'ai vu les premiers arriver, j'avais une quinzaine d'années. C'est la première fois que je voyais un cormoran de ma vie. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier, que j'ai cru voir une oie d'abord, parce que une oie avec une queue, c'était très curieux, c'est la première chose qu'on regarde, hein. Quand on le voit pour la première fois. J'ai dû prendre un bouquin pour essayer de comprendre, je me rappelle très bien, c'est un cormoran. Il bouffe tout le poisson, évidemment. Et là, il faut que les choses soient claires. Le cormoran doit être déclassé effectivement de son statut actuel. Et qui mieux que les chasseurs pour résoudre le problème, qu'on nous donne un quota ouvert sur toutes les eaux et qu'on remette le cormoran à la place qui est la sienne. Il faut des cormorans, j'en suis d'accord, comme il faut des loups, mais dans des proportions acceptables, hein. Aujourd'hui, on est tellement jusque-boutiste chez les animalistes et les écolos, on préfère détruire des pans entiers de la biodiversité plutôt que d'accepter de faire machine arrière sur une espèce. C'est un scandale. Un jour, on déposera plainte contre ces gens-là pour le mal qu'ils ont fait, effectivement, en surprotégeant des espèces comme ça. C'est scandaleux. Et concernant le loup, je pense qu'un loup croquera un gamin avant qu'un silure happe la jambe d'un bébé. Oui, je pense que ça ira plus vite, tu as raison. Ouais, je pense aussi. Une question de Valentin Célevin. Continuerez-vous le combat des oies en février au Parlement européen? Mais je n'ai jamais arrêté. Alors là, Valentin, tu touches à une corde extrêmement sensible personnelle. Là, il faut reconnaître quand ça se passe mal, voilà un des plus grands échecs. Alors, même dire c'est les oies, c'est pas toute la chasse, mais quand même. Parce que moi, quand je suis arrivé président il y a 8 ans, j'étais plus malin que tout le monde. J'ai dit, ouais, le mec qui est là avant moi, c'est vraiment un con, hein. Même pas capable de récupérer les oies, ça paraît tellement évident. On peut pas les tirer chez nous, elles sont flinguées partout dans les autres pays, en amont et en aval. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Eh ben, Willy Schran, tout malin que t'es, hein, 8 ans sont passés, on les a toujours pas récupérés. Alors, on les avait pas avant que j'arrive, c'est un fait, mais moi, j'étais sûr de les avoir. Alors, évidemment, parce que là, j'ai un compte à régler avec moi-même. Donc, ça, c'est sujet chaud bouillant pour moi. Chaud bouillant, là, c'est vraiment quelque chose que je vais toucher tout de suite. C'est une injustice incroyable. Une question qui est un petit peu liée, d'Aurélien Goupil, j'espère que ça se prononce comme ça. Est-ce que la gestion adaptative des espèces est-elle évoquée pour le futur? Oui, ce sera évoqué. Européen, le sujet, ça d'ailleurs. On le voit bien. Il va falloir rentrer sur ce genre de choses. Parce que si on avait une gestion adaptative, ce qu'ont bien compris les écolos, qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai mise en route, cette gestion adaptative? Ils ont tout fait pour me la foutre en l'air. Donc j'ai dû la retirer. On ne parle plus de gestion adaptative, on l'a mis de côté. C'est quand même nous qui avons inventé le principe ici en France. Je parle pour l'Europe, hein, parce qu'il n'y avait pas avant. On a bien compris aussi qu'on ne peut pas, sur des espèces qui traversent X pays, voire même 2 continents ou 3 continents, il y a un moment, il faut qu'on ait demain une visibilité sur ce qu'on prélève. Voilà, ça c'est important. Et on en est tous conscients. Il y a plein d'espèces qu'on peut chasser, celles qu'on chasse actuellement. Si on a une qui est très mal en point, eh ben moi ça ne me dérange pas de poser le fusil, mais intelligemment, en le décidant entre nous, avec des vrais chiffres et pas des mensonges comme on a à gérer aujourd'hui, et dire cette espèce-là, on ne va pas la chasser 1 année ou 2 années, on regarde, tiens, ça va mieux, une évolution positive, allez, la nature nous redonne un petit dividende, on va aller le chercher. C'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers en fonction de la dynamique de l'espèce. C'est ça que je veux mettre en place. Et c'est ça qui va nous permettre de chasser dans les années qui viennent, qui nous évitera effectivement les cloches de verre comme là on a actuellement dans cette injonction qui vient de la Commission européenne sur des espèces. Et là, avec ça, on peut jouer sur ces problèmes de fluctuation. Puis il y avoir une espèce qui va un peu moins bien, on a un petit peu moins de quota, une espèce qui va un peu mieux, on remonte un peu le quota, ça va très très mal, on arrête un peu, on reprend, mais plus être soumis à des moratoires comme on a aujourd'hui. Parce que ce qui rentre en moratoire, les gars, on a compris, hein, on n'y reviendra jamais. Hein. Oui, Tout au moins, vu l'état des choses actuellement au niveau européen, avec personne qui défend et tout le monde qui s'en fout, on ne changera jamais. Bon. Mais là, il faut mettre quelque chose en place qui ne soit pas une machine à détruire la chasse, qui soit une machine intelligente de gestion pour qu'on puisse toujours continuer à chasser, mais qu'on quantifie aussi ce qu'on prend sur telle ou telle espèce. Là où il n'y a pas de problème, c'est pas la peine. On va pas mettre une gestion adaptative du colvert ou du sanglier. Les gars, on a tous compris. Hein, bon. Mais le sanglier, c'est peut-être pas tout ce que vous chassez, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais là où il y a des sensibilités, je préfère quelque chose qui permet de graduer les prélèvements plutôt que de nous virer et de passer en moratoire.
je vais juste m'adresser aux gens qui regardent le live et aux sauvaginiers. Les oies en février, il y a 50 000 questions qui affluent. Willy a déjà répondu 2 fois sur le sujet. Donc, vous regarderez le live en replay et vous aurez toutes les réponses que vous voulez. On arrive à la fin de ce live, mon Willy. Je vais te laisser le mot de la fin, bien évidemment. Adresse-toi. On a encore 450. On a été 550 à un moment. Écoutez, merci à tous de m'avoir écouté. Merci surtout à Benjamin d'avoir organisé tout ça. J'ai fait comme d'habitude. Je vous ai répondu honnêtement à toutes vos questions. Voilà. Que vous soyez convaincus par ce que je vous ai dit ou pas, ce n'est pas le plus important. Soyez convaincus que si vous ne réagissez pas, la chasse est morte. Donc, je vous le redis. Je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit. Vous votez ce que vous voulez. Le 9 juin, pour une fois, vous votez pour la chasse. Voilà. Et la ruralité. Le 10, vous ferez tout ce que vous voulez. Parce que de toute façon, je vous dis, il n'y a pas de parti derrière, il n'y a pas tout ça. Mais il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut envoyer un message clair à l'Europe et en France. Les ruraux doivent se réveiller et surtout les chasseurs. Et si on passe à côté de ça, je ne donne pas cher de notre avenir. Donc prenez conscience de tout ça. Ça ne vous empêchera pas de penser ce que vous pensez politiquement. On ne peut pas tous être pareils. Moi, j'ai mes idées, vous avez les vôtres. Elles sont toutes différentes également. Mais on n'a pas le droit de passer à côté de l'union de la famille rurale dans ces élections européennes parce que quand je vois ce qui arrive, quand je vois ce qui va se passer, voilà. On a reçu des choses qui nous ont été transmises de nos parents et de nos grands-parents. C'est le moment de les transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Je ne suis pas sûr. Et je ne suis même pas du tout sûr qu'on pourra encore le faire longtemps. Donc prenez conscience de ça. Hein. Ne laissez pas passer cette chance qui vous est donnée. Voilà, j'ai pas la science infuse, je suis peut-être pas meilleur qu'un autre. Il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher. Si je vais là-bas défendre la chasse, je la défendrai. Sans compromis et sans aucune compromission. Voilà. J'espère que vous serez là le 9 juin. Sinon, ce sera bien triste pour notre avenir. Je te remercie beaucoup, Willy. J'en profite pour annoncer qu'on on se voit lundi à Motteville, dans Seine-Maritime, pour une réunion publique à 19h30. Il y aura aussi Jean-Baptiste Burel et Alain Durand qui seront présents. Donc, on vous attend nombreux. Merci d'avoir suivi ce live qui a été un peu plus long que prévu, qui est un joli succès au niveau des spectateurs. Peut-être que ce sera renouvelé si le besoin s'en ressent. Willy, je te remercie beaucoup. Merci, au revoir. Les gars, soyez bons, votez pour vous. C'est peut-être la dernière fois qu'on en aura l'occasion. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci à tous. Bientôt. Ciao. Merci beaucoup.